Le jeune milliardaire est sur le point d'être condamné au tribunal, mais deux petites mendiantes jumelles entrent en courant et crient « Il est innocent, nous avons la preuve ». Et ce qu'elles montrent laisse le juge sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Asher Donovan ajusta sa cravate pour la 3e fois en 5 minutes. Le miroir de la salle de bain reflétait un homme de 40 ans qui avait tout accompli à force de travail acharné. Des cheveux bruns commençant à grisonner aux tempes, des yeux bleus qui exprimaient le sérieux et la confiance. Aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, il signerait le plus gros contrat de sa carrière. « Chérie, tu es nerveux ?» Claire apparut à la porte, magnifique comme toujours. Ses cheveux blonds tombaient parfaitement sur ses épaules et ce sourire, qui avait conquis son cœur 15 ans plus tôt, le faisait encore vaciller. « Un peu », admit Asher en se tournant vers elle. « C'est beaucoup de responsabilités. » Claire s'approcha et réajusta doucement sa cravate. « Tu es né pour ça. Le complexe Horizon sera ton plus grand succès. » Asher sourit. Claire savait toujours quoi dire. Elle l'avait toujours soutenu, depuis ses débuts en tant que jeune ingénieur civil fraîchement diplômé jusqu'à maintenant, dirigeant sa propre entreprise de construction. Elle avait été à ses côtés à chaque victoire et à chaque défi. 500 logements, murmura-t-il, plus pour lui-même. 5000 personnes qui auront un foyer décent. Et c'est toi qui vas rendre ça possible, dit Claire en l'embrassant sur la joue. Maintenant, vas-y, ou tu seras en retard. Le bureau de Donovan et Associés se trouvait au 12e étage d'un immeuble du centre-ville. Asher aimait toujours arriver tôt, avant les employés, pour avoir quelques minutes de silence afin de planifier sa journée. Mais aujourd'hui, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il trouva Elia qui l'attendait déjà à la réception. « Mon vieux, tu as battu mon record de ponctualité. » Asher rit en saluant son meilleur ami. Elia Crane était son opposé à bien des égards. Là où Asher était sérieux, Elia était décontracté. Là où Asher préférait analyser chaque détail, Elia se fiait à son intuition. Mais cette différence les complétait parfaitement. Ils étaient amis depuis l'université et partenaires en affaires depuis 8 ans. « Je n'ai pas bien dormi », avoua Elia en passant la main dans ses cheveux sombres. « Je n'arrête pas de penser à l'ampleur de cette opportunité. » « Nerveux toi aussi ?» Excité, sourit Elia de cette manière contagieuse qui lui était propre. « On va marquer l'histoire, frérot. Un projet public de cette envergure, la ville nous fait entièrement confiance. » Ils entrèrent dans le bureau d'Asher, qui offrait une vue sur toute la ville. De cette hauteur, ils pouvaient voir certains des projets qu'ils avaient déjà construits ensemble, des immeubles résidentiels, un centre commercial, 2 écoles. Mais rien de comparable à ce qu'ils s'apprêtaient à commencer. « Tu as apporté les contrats finaux ?» demanda Asher en s'asseyant derrière son bureau. « Tout est là. » Elia posa un dossier noir sur le bureau. « L'avocat de la ville a tout vérifié hier. »« C'est parfait. » Asher ouvrit le dossier et commença à feuilleter les documents. Il y avait de nombreuses pages, remplies de termes techniques et de clauses légales. Son nom apparaissait comme ingénieur principal, son entreprise comme contractant principal. Le montant du contrat était en gras, 52 millions de dollars. « Mon Dieu !» murmura-t-il, encore en train de digérer le chiffre. « C'est beaucoup d'argent », acquiesça Elia, assis sur la chaise en face du bureau. « Mais c'est aussi une énorme responsabilité. 500 familles qui attendent un foyer. » En lisant, Asher pensait aux histoires qu'il connaissait. Des familles entières vivant dans de minuscules appartements, payant des loyers exorbitants. Des gens honnêtes qui travaillaient dur mais ne pouvaient pas se permettre d'acheter leur propre logement. Le complexe Horizon allait changer cela. Des appartements de 2 et 3 chambres, chacun avec un balcon, une aire de loisirs complète, une école et un dispensaire au sein même du lotissement. « Le terrain est déjà défriché ?» demanda-t-il. « Depuis la semaine dernière. Nous avons commencé le nettoyage lundi. » Asher imagina le terrain vague se transformer en un quartier entier. Des enfants jouant sur les aires de jeu, des familles faisant des barbecues le week-end, des gens partant travailler le matin en sachant qu'ils avaient un vrai foyer où rentrer. « Nous construisons plus que des maisons, » dit-il en levant les yeux des documents. « Nous construisons un avenir. » Elia sourit. « Exactement. C'est pour ça qu'ils nous ont choisis. Parce qu'ils savent que nous faisons plus que simplement respecter un contrat. Nous nous impliquons. » Et c'était vrai. Depuis qu'ils avaient ouvert l'entreprise, ils avaient toujours traité chaque projet comme s'il était pour eux-mêmes. Matériaux de première qualité, finitions impeccables, délais respectés scrupuleusement.
C'est pourquoi ils avaient la réputation qu'ils avaient. Le téléphone sonna. Asher répondit, Donovan et associé. Monsieur Donovan, c'est Janet, du bureau du maire. Il aimerait savoir si vous pouvez passer signer le contrat ce matin, à 11h. Asher regarda sa montre. Il était 9h30. Bien sûr, Janet. Nous y serons. Il raccrocha et se tourna vers Elia. C'est l'heure. L'hôtel de ville n'était qu'à environ 10 minutes du bureau. En chemin, Elia ne cessa de parler des détails du projet. Le calendrier est serré, mais réalisable. 18 mois pour tout livrer. Si nous commençons fort, nous pouvons même prendre de l'avance sur certaines étapes. Et l'équipe? J'ai déjà sélectionné les meilleurs. Marcos dirigera la partie structurelle, Sandra s'occupera des finitions et Roberto coordonnera toute l'électricité et la plomberie. Asher hocha la tête. Il les connaissait depuis des années. Des professionnels compétents et fiables. Ils arrivèrent à l'hôtel de ville et furent accueillis par Janet, une femme sympathique d'environ 60 ans qui y travaillait depuis des décennies. Le maire termine une réunion. Quelques minutes seulement, dit-elle en leur offrant du café. Asher en profita pour relire les contrats une dernière fois. Tout semblait en ordre, valeur, délai, spécifications techniques. Sa signature transformerait ces papiers en réalité. « Messieurs, vous pouvez entrer », appela Janet. Le bureau du maire était vaste et élégant. William Harrison avait environ 55 ans, les cheveux gris, une poignée de main ferme. Il en était à son 2e mandat et avait la réputation d'être efficace et honnête. « Asher, c'est un plaisir de vous revoir », sourit Harrison. « Et Elia, bien sûr. Comment allez-vous ? » « Très bien, monsieur le maire. » Impatient de commencer, répondit Asher. « Je peux imaginer. Ce projet est extrêmement important pour notre ville. Il profitera à de nombreuses familles. » Ils s'assirent autour d'une table de conférence. Harrison avait une copie des contrats devant lui. « Des questions sur les termes ?» demanda-t-il. « Non, tout est très clair, » dit Asher. « Nous avons déjà réalisé des projets plus modestes avec la mairie, donc nous connaissons les procédures. » « Parfait. Alors, officialisons cela. » Harrison signa le premier, utilisant un élégant stylo en or. Puis il passa les documents à Asher. Ce moment sembla suspendu dans le temps. Le stylo dans sa main, le contrat sur la table. 52 millions de dollars et 500 familles dépendant de cette signature. Asher signa chaque page soigneusement, son écriture ferme et claire, comme il le faisait toujours. Quand il eut terminé, Harrison se leva et lui tendit la main. « Félicitations, Asher. Je suis sûr que vous ferez un travail exceptionnel. » « Nous ne vous décevrons pas, » promit Asher. Ils quittèrent l'hôtel de ville avec une copie des contrats et un sentiment d'euphorie contenu. C'était le plus grand projet de leur carrière, mais ils savaient aussi que le plus dur ne faisait que commencer. « Je dois appeler Claire, » dit Asher dans la voiture. Elle va sauter de joie. Et moi, j'appelle notre équipe. Lundi, on démarre à plein régime. Arrivé au bureau, Elia se rendit directement dans sa pièce. Asher passa quelques minutes à contempler par la fenêtre, imaginant comment seraient les choses dans 18 mois. Le complexe horizon terminé, les premières familles emménageant, la satisfaction d'avoir fait une différence dans tant de vies. Le téléphone le tira de sa rêverie. « Tu l'as eu ?» C'était Claire, la voix anxieuse. « On l'a eu. C'est signé. »« Oh, chérie, je suis si fier de toi. » Asher sourit. « Maintenant, le travail commence. Beaucoup de travail. Tu peux le gérer. Vous deux, vous pouvez. J'ai une réunion à 14h, donc je dois y aller. Je t'aime. Je t'aime aussi. » Après avoir raccroché, Asher retourna au contrat. Il voulait revoir chaque clause, comprendre tous les détails. C'était sa façon de travailler, méticuleux, prudent, cherchant toujours la perfection. Quelques minutes plus tard, Elia apparut à la porte. « Mec, je viens de parler aux fournisseurs de ciment. Ils peuvent commencer les livraisons lundi. » « Parfait. Et les autres matériaux ? » « Tout est arrangé. Oh, et il y a des documents ici que tu dois signer pour le déblocage de la première tranche des fonds. » Elia posa quelques papiers sur le bureau. Asher les parcourut rapidement. Ils ressemblaient à des formulaires standards pour le déblocage de ressources. « Tout est en ordre. Il ne manque que ta signature, » dit Elia. Asher attrapa le stylo. Il faisait entièrement confiance à son ami. 8 ans de partenariat, des centaines de contrats, et il n'avait jamais eu le moindre problème.
Elia s'occupait bien des finances et de la bureaucratie, laissant Asher libre de se concentrer sur l'ingénierie et l'exécution. Il signa les documents sans hésitation. Fait. Quand l'argent arrivera-t-il? D'ici vendredi. Ensuite, nous pourrons commencer les gros achats. Le reste de l'après-midi passa à toute vitesse. Appel aux fournisseurs, réunion avec l'équipe technique, examen des premières esquisses du chantier. Quand Asher quitta finalement le bureau, il était déjà 19 h. Claire l'attendait à la maison avec un dîner spécial. Bougies sur la table, vin rouge, même de la musique d'ambiance. On fête ça, dit-elle, rayonnante. Pendant le dîner, ils parlèrent du projet. Claire posa des questions intelligentes sur le calendrier et les défis techniques. Elle s'était toujours intéressée à son travail, même si ce n'était pas son domaine. Ça va être dur, admit Asher. 18 mois, c'est très peu de temps pour un projet de cette envergure. Mais vous deux, vous êtes les meilleurs. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien vous. Après le dîner, ils restèrent sur la terrasse arrière, à contempler les étoiles. Leur maison se trouvait dans un quartier résidentiel calme, loin du bruit du centre-ville. Asher adorait ces moments de paix. Tu sais ce qui me rend le plus heureux, dit-il à Claire. Ce n'est pas seulement l'argent ou le prestige. C'est de savoir que nous allons changer la vie de tant de gens. Claire lui prit la main. C'est pour ça que je t'aime. Tu penses toujours aux autres. Lundi, le chantier du complexe Horizon bourdonnait d'activité. Des camions arrivaient, du matériel était déchargé, des ouvriers marquaient le sol. Asher arriva à 7 h du matin et observa toute cette agitation. Marcos, l'ingénieur en structure, s'approcha avec un porte-bloc à la main. « Patron, on commence les fondations du premier bloc aujourd'hui. » « Allez-y. Comment arrivent les matériaux ? » ?»« Dans les temps. La première livraison de ciment est déjà là. » Asher hocha la tête, mais quelque chose le dérangeait. Le ciment avait l'air différent de celui qu'ils utilisaient habituellement. Plus clair, texture étrange. « Marcos, c'est quelle marque, ça ? » Oh, Elia a changé de fournisseur. Il a dit qu'il avait obtenu un meilleur prix sans perte de qualité. Asher fronça les sourcils mais ne dit rien. Elia avait toujours été doué pour négocier. S'il disait que c'était de bonne qualité, ça devait l'être. Tout au long de la journée, d'autres matériaux arrivèrent. De l'acier pour les structures qui semblait plus fin que d'habitude, des briques qui s'effritaient facilement, du sable avec des impuretés visibles. En fin d'après-midi, Asher chercha Elia au bureau. « Mec, j'ai visité le chantier aujourd'hui. Certains matériaux m'inquiètent. » Elia ne leva même pas les yeux de son ordinateur. « Détends-toi, frérot. Tout est conforme aux spécifications techniques. J'ai juste obtenu de meilleurs prix. » « Tu es sûr ? » Le ciment avait l'air bizarre. « J'ai tout vérifié personnellement. C'est une nouvelle marque sur le marché, mais la qualité est garantie. » Asher était toujours un peu mal à l'aise, mais décida de faire confiance. Elia ne l'avait jamais déçu auparavant. Dans les semaines qui suivirent, la construction avança rapidement. Fondation coulée, structure s'élevant, premières finitions entamées. Tout était dans les temps. Pourtant, Asher remarquait de petits détails qui le dérangeaient. Des fissures prématurées sur certains murs, des tuyaux qui fuyaient pendant les tests, des cadres de fenêtres qui ne s'ajustaient pas parfaitement. Chaque fois qu'il posait des questions, la réponse était toujours la même, problèmes normaux sur n'importe quel chantier. Rien qui ne puisse être réparé. Un soir, en rentrant tard du chantier, Asher s'arrêta à un feu rouge et vit un sans-abri mendier. L'homme avait l'air d'avoir une cinquantaine d'années, portait des vêtements sales, une expression fatiguée. Asher baissa la vitre et lui tendit quelques pièces. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. »« De rien. Les choses vont s'améliorer. » L'homme sourit. « J'ai entendu dire qu'ils construisent des logements abordables par ici. J'espère que c'est vrai. »« C'est vrai. Ce sera prêt dans quelques mois. Ce serait un rêve d'avoir un petit chez moi. » Asher repartit, pensant à cet homme et à toutes les autres personnes qui attendaient le complexe Horizon. Il ne pouvait pas les décevoir. Il arriva chez lui et trouva Claire en train de regarder la télévision dans le salon. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en se blottissant contre lui sur le canapé. « Chargé, mais nous sommes toujours dans les temps. Je suis si fier de toi, du travail que tu fais. » Asher l'embrassa sur le sommet de la tête. « Nous construisons plus que des maisons, Claire. Nous construisons un avenir. » Et il le croyait vraiment. Même avec ses petites inquiétudes concernant les matériaux, même avec la pression des délais, il savait qu'il faisait quelque chose d'important.
500 familles auraient un foyer, des enfants grandiraient dans la dignité, des gens comme cet homme au feu rouge auraient une nouvelle chance. C'est pourquoi tout cela en valait la peine. Ce qu'Asher ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, dans des zones discrètes réparties sur tout le chantier, des matériaux douteux continuaient d'être utilisés. Et que toute sa confiance, toute sa bonne foi, était exploitée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Asher fut réveillé par le son insistant de la sonnette. Il était 6 heures du matin, un mardi, et Claire dormait encore à côté de lui. Qui cela pouvait-il être à cette heure? Il descendit en pyjama et robe de chambre, surpris par les coups urgents. Quand il ouvrit la porte, il trouva 2 hommes en costume sombre et une femme en tailleur bleu marine. « Monsieur Asher Donovan ?» demanda l'homme le plus grand en brandissant un badge. « Je suis l'inspecteur Morrison, voici l'inspecteur Santos, et voici une comptable du bureau du contrôleur général. » L'estomac d'Asher se noua. « Que se passe-t-il ? » « Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour faire une déposition concernant des irrégularités dans le projet du complexe Horizon. » Des irrégularités? Asher sentit le monde basculer. Quel genre d'irrégularité? Monsieur Donovan, vous êtes accusé de détournement de fonds publics pour un montant total de 8,5 millions de dollars. Les mots résonnèrent comme un coup de poing dans l'estomac. 8,5 millions. C'était impossible, complètement impossible. Il doit y avoir une erreur, dit Asher, la voix tremblante. Je ne ferai jamais? Monsieur, pouvez-vous vous habiller? Nous avons un mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt. Le mot semblait irréel. Asher Donovan, ingénieur respecté, père de famille, homme honnête, arrêté pour corruption. Puis-je appeler ma femme? Bien sûr, mais faites vite. Asher monta les escaliers, les jambes flageolantes. Claire était réveillée, assise sur le lit, les yeux écarquillés. Chérie, que se passe-t-il? Qui sont ces gens? Asher s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes. Le bureau du contrôleur général m'accuse d'avoir détourné des fonds du projet. Ils sont venus m'arrêter. Le visage de Claire devint blanc. Quoi? C'est insensé. Tu ne ferais jamais une chose pareille. Je sais. Mais ils ont un mandat. Je dois y aller avec eux. Claire se leva d'un bond et le serra fort dans ses bras. Chérie, tu es un homme bon. Nous allons surmonter ça. Je vais appeler le meilleur avocat que je puisse trouver. Et Elia? Il faut prévenir Elia. Je l'appellerai tout de suite. Tout va bien se passer, tu verras. Asher s'habilla rapidement, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. 8,5 millions. D'où avait-il sorti ce chiffre? Il connaissait chaque centime qui entrait et sortait du projet. Quand il descendit, les inspecteurs attendaient avec une patience professionnelle. Prêt? Demanda Morrison. Je dois appeler mon associé. Vous pourrez appeler en chemin. Ils quittèrent la maison sous le regard curieux des voisins. Asher ne s'était jamais senti aussi honteux de sa vie. Il monta à l'arrière de la voiture de police comme un criminel ordinaire. En chemin, les mains tremblantes, il appela Elia. « Frérot, où es-tu? J'ai essayé de t'appeler 3 fois. » répondit Elia, l'air inquiet. Elia, on m'arrête. Projet Horizon. Silence à l'autre bout du fil. Elia? Mec, c'est insensé. Quel argent? Tu n'as jamais rien volé. Il parle de 8,5 millions. 8 millions? La voix d'Elia semblait sincèrement choquée. D'où sort-il ce chiffre? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Écoute, je vais enquêter. Fais-moi confiance, je vais découvrir ce qui se passe. Quelqu'un te monte un coup. Asher se sentit légèrement mieux en entendant la voix de son ami. Merci, frérot. J'ai besoin de toi maintenant. Tu m'as toujours eu. Je vais arranger ça. Le poste de police était un bâtiment gris et déprimant. Asher fut fiché comme n'importe quel criminel. Empreinte digitale, photo de face et de profil, interrogatoire initial. Monsieur Donovan, dit l'inspecteur Santos, assis en face de lui dans une petite pièce sans fenêtre. Facilitons les choses. Nous savons qu'il y a eu des transferts suspects depuis les comptes du projet vers des comptes personnels. Quels comptes personnels? Je n'ai pas d'accès direct à l'argent du projet. Tout passe par la comptabilité de l'entreprise. Nous avons des registres de retrait à votre nom. C'est impossible. L'inspecteur ouvrit un dossier et lui montra des documents. Asher reconnut sa signature sur des formulaires qu'il n'avait jamais vus de sa vie. Ce n'est pas mon écriture, dit-il en étudiant les papiers.
C'est votre signature, monsieur Donovan. Et elle était parfaitement identique. Mais Asher était absolument certain de n'avoir jamais signé ces documents. Quelqu'un a falsifié ma signature. Ou vous mentez. L'interrogatoire dura 3 heures. Questions sur les transferts, les comptes bancaires, les dépenses personnelles. Asher répondit à tout avec sincérité, mais il voyait dans les yeux des inspecteurs qu'ils ne le croyaient pas. Quand ils le conduisirent finalement à une cellule, Asher se sentit perdu. Comment sa vie avait-elle pu basculer en quelques heures? La cellule était petite et sentait le désinfectant bon marché. 2 autres détenus dormaient sur des lits de fer. Asher s'assit par terre, la tête appuyée contre le mur froid. Il pensa à Claire, probablement affolée, essayant de trouver un avocat. Il pensa au complexe Horizon, aux 500 familles qui attendaient ses logements. Il pensa à sa réputation, bâtie en 20 ans, détruite en une seule matinée. À 14 heures, un gardien vint le chercher. Visiteur. Claire était dans la salle des visites, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle se leva en le voyant et courut le serrer dans ses bras. « Chérie, comment tiens-tu le coup ?» Confus, effrayé. « Je ne comprends rien à tout ça. » Ils s'assirent à une petite table en plastique blanc. Claire lui prit les mains. « J'ai trouvé un avocat, Robert Klein. Il est cher, mais c'est le meilleur avocat de la défense en ville. » Claire, je n'ai rien fait. Tu me crois, n'est-ce pas? Ses yeux s'emplirent de larmes. Bien sûr que je te crois. Tu ne ferais jamais une chose pareille. Tous ceux qui te connaissent le savent. Et Elia? Il est hors de lui. Il a passé toute la matinée au bureau à examiner tous les documents financiers. Il a dit qu'il allait découvrir qui t'a piégé. Asher sentit une vague de soulagement. Elia était son meilleur ami depuis plus de 15 ans. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était bien lui. Il a trouvé quelque chose? Pas encore. Mais il a promis qu'il obtiendrait la preuve de ton innocence. La visite ne dura que 30 minutes. Quand Claire partit, Asher retourna à la cellule, se sentant un peu plus fort. Il avait des gens qui croyaient en lui, des gens qui se battraient pour sa liberté. Le lendemain soir, Elia vint le voir. Il avait l'air fatigué et inquiet. « Mec, j'ai tout épluché. Chaque document, chaque virement, chaque signature. Et c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Quelqu'un a eu accès à tes données personnelles, à ton modèle de signature, au compte de l'entreprise. » Asher fronça les sourcils. Quelqu'un de l'intérieur, forcément. Seul quelqu'un de très proche aurait ces informations. L'idée qu'un employé, quelqu'un en qui il avait confiance, puisse faire ça était dévastatrice. Tu soupçonnes quelqu'un? Elia hésita. Je ne veux accuser personne pour l'instant, mais j'enquête. Je découvrirai qui c'est, frérot. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Tu es la seule personne au monde en qui j'ai entièrement confiance. Elia baissa les yeux. Je te sortirai de là, je te le promets. Lorsque les heures de visite se terminèrent, Asher retourna dans sa cellule, rempli d'un mélange d'espoir et de désespoir. Espoir, parce qu'il savait qu'Elia remuerait ciel et terre pour l'aider. Désespoir, parce que chaque heure en prison était une heure de plus d'humiliation publique. Les médias s'étaient déjà emparés de l'affaire. Un ingénieur respecté accusé de corruption. Détournement de plusieurs millions de dollars dans un projet de logement. La face cachée du complexe Horizon. Sa photo était étalée partout. Pas celle, professionnelle, du site de l'entreprise, mais la photo d'identité judiciaire. Cheveux en désordre, regard perdu, numéro de détenu sur la poitrine. Le 3e jour de détention, l'avocat obtint une audience pour statuer sur sa détention. Asher fut conduit au tribunal, menotté, vêtu d'une combinaison de prison orange. La salle d'audience était bondée. Journalistes, badauds, quelques personnes qu'Asher reconnut comme d'anciens clients. Claire était au premier rang, avec Elia. Le juge était un homme d'environ 60 ans, les cheveux gris, l'expression sévère. Monsieur Donovan, vous êtes accusé de détournement de fonds publics pour un montant de 8 500 000 $. Comment plaidez-vous? Non coupable, votre honneur. L'accusation a présenté des preuves substantielles contre l'accusé, déclara le procureur, un jeune homme à lunettes. Signature sur des documents de transfert, transactions bancaires suspectes, divergence entre les matériaux achetés et ceux réellement utilisés sur le chantier. Klein, l'avocat d'Asher, se leva. Votre honneur, mon client est un ingénieur respecté avec une carrière de 20 ans sans tâche. Les preuves présentées sont circonstancielles et peuvent avoir d'autres explications.
Le juge étudia les documents pendant quelques minutes interminables. Étant donné la gravité des accusations et le montant impliqué, je rejette la demande de libération provisoire. L'accusé restera en détention préventive jusqu'au procès. Asher sentit son monde s'effondrer. Plus de temps en prison, plus d'humiliation, plus de souffrance pour Claire. Alors qu'on le ramenait aux cellules, il croisa Claire et Elia dans le couloir. Elle pleurait silencieusement, et ils se tenaient les poings serrés, le visage tendu de colère. « Calme-toi, chérie », entendit Asher dire Elia à Claire. « On va le sortir de là, je te le promets. » Cette nuit-là, allongé sur la couchette dure de sa cellule, Asher réalisa à quel point il avait été naïf. Il avait toujours cru que l'honnêteté et le travail acharné suffisaient, que faire ce qui était juste le protégerait. Maintenant, il apprenait que le monde était plus compliqué, que certaines personnes étaient prêtes à détruire des vies innocentes pour de l'argent, que même un homme honnête pouvait être transformé en criminel par d'autres. Mais il y avait une chose dont il était sûr, Claire et Elia étaient de son côté. Ils connaissaient la vérité. Ils se battraient pour lui. C'étaient les seules personnes au monde en qui il pouvait encore avoir entièrement confiance. Ce qu'Asher ne savait pas, alors qu'il essayait de dormir dans cette cellule froide et bruyante, c'est que sa confiance était une fois de plus trahie. Que les deux personnes les plus importantes de sa vie étaient précisément celles qui avaient orchestré sa chute. Et qu'à ce moment précis, de l'autre côté de la ville, elles célébraient ensemble le succès de leur plan cruel. Maya se réveilla avec l'estomac qui gargouillait. À côté d'elle, sous l'auvent abandonné de la banque, Mel dormait encore, recroquevillée comme un chaton. Il était 6 heures du matin et la ville commençait à s'éveiller. Les jumelles avaient 6 ans, leurs cheveux bruns décoiffés depuis des semaines. Elles portaient des vêtements sales et déchirés, des chaussures si usées que leurs orteils dépassaient. Mais leurs yeux bruns brillaient encore de cette curiosité enfantine que même la vie dans la rue n'avait pu éteindre. « Mel, réveille-toi » murmura doucement Maya en secouant sa sœur. Mel ouvrit lentement les yeux. « J'ai faim. »« Moi aussi. Allons chercher quelque chose à manger. » Elles se levèrent et plièrent le morceau de carton qui leur servait de lit. Il était important de le garder, car la nuit il faisait froid et ce peu de protection pouvait faire la différence entre dormir ou rester éveillé à grelotter. Elles marchèrent dans les rues vides du centre-ville. Quelques magasins ouvraient, mais la plupart étaient encore fermés. Elles passèrent devant une boulangerie où l'odeur du pain frais fit gronder leurs estomacs encore plus fort. « On pourrait demander un petit pain » demanda Mel. « On a essayé hier » dit l'homme. « Ils ne donnent rien gratuitement. » Elles continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'elles atteignent une rue avec des restaurants. C'est là qu'elles trouvaient habituellement quelque chose dans les poubelles, surtout en fin d'après-midi, lorsque les restes du déjeuner étaient jetés. Mais c'était le matin, donc les poubelles étaient vides. « On attend » demanda Mel. « C'est trop long. Allons voir au restaurant italien. » Le Bella Vista était un restaurant chic au coin de la rue. Le soir, il était toujours bondé, des voitures de luxe garées devant, des gens bien habillés entrant et sortant. Maya et Mel s'approchèrent du conteneur à l'arrière, dans la ruelle. Elles fouillèrent dans les sacs en plastique, cherchant des restes comestibles. « Mère, regarde !» Mel désigna quelque chose qui brillait parmi les déchets. C'était un téléphone portable. Pas très récent, mais il semblait fonctionner. L'écran était fissuré, mais il s'allumait encore. « Il marche encore ?» Maya le ramassa. Elle appuya sur un bouton et l'écran s'alluma. Il avait de la batterie. « Waouh, regarde, il y a un appareil photo », dit Mel, excitée. C'était la première fois que les filles tenaient un téléphone entre leurs mains. À l'époque où elles vivaient avec leur grand-mère, celles-ci n'avaient pas d'argent pour ce genre de choses. Et depuis qu'elles étaient dans la rue, de tels gadgets étaient un luxe impossible. « Laisse-moi voir. » Maya tripota les boutons jusqu'à ce qu'elle trouve l'appareil photo. Elles commencèrent à se prendre en photo. Mel faisait des grimaces, Maya copiait des poses qu'elle avait vues dans des magazines jetés à la poubelle. Elles rirent pour la première fois depuis des jours. « Regarde, ça enregistre aussi des vidéos. » Maya découvrit la fonction vidéo. Elles se filmaient en train de jouer quand elles entendirent des voix s'approcher. Instinctivement, elles se cachèrent derrière un grand conteneur. C'était un réflexe qu'elles avaient appris dans la rue. Chaque fois que des adultes arrivaient, il était plus sûr de se cacher. 2 personnes sortirent par la porte arrière du restaurant, une femme blonde en talons hauts et un homme aux cheveux noirs. Ils parlaient à voix basse, mais avec l'urgence de gens qui ne veulent pas être entendus. Maya tenait toujours le téléphone, qui enregistrait encore sans qu'elle s'en rende compte. « Tout se passe comme prévu », dit la femme. « Il a tout signé sans le savoir. »« Parfait », répondit l'homme. «
Encore quelques virements et on se tire d'ici. Maya et Mel se regardèrent, ne comprenant pas ce qu'ils voulaient dire, mais quelque chose dans leur voix était effrayant. Demain, on fait le dernier virement, dit l'homme. Ensuite, on attend juste qu'il soit condamné et personne ne nous soupçonnera jamais. J'ai presque pitié de lui, dit la femme, mais elle riait. 5 ans à faire semblant de m'intéresser à cet idiot, et il n'a jamais rien soupçonné. Ils rirent doucement, comme des gens partageant un secret dangereux. C'est pour ça que ça a marché. Il nous fait confiance à tous les deux aveuglément. Ils rirent de nouveau et rentrèrent à l'intérieur. Maya et Mel restèrent cachées quelques minutes de plus, incertaines de ce qu'elles avaient entendu. Elles savaient seulement que ça avait l'air mauvais. Partons d'ici, murmura Mia. Elles s'enfuirent de la ruelle, toujours avec le téléphone, et s'arrêtèrent 3 rues plus loin, à bout de souffle. Qui étaient ces gens? Demanda Mel. Je ne sais pas, mais ils parlaient de choses méchantes. Maya regarda le téléphone. L'écran indiquait qu'il enregistrait toujours. Elle appuya sur le bouton pour arrêter. Tu as tout enregistré? Je crois que oui. Elles mirent le téléphone dans le sac à dos en lambeaux qu'elles transportaient et allèrent chercher un endroit pour passer la journée. Elles trouvèrent un banc sur la place principale et s'assirent à l'ombre d'un grand arbre. Pendant la journée, elles jouèrent avec le téléphone chaque fois qu'il n'y avait pas d'adultes aux alentours. Elles découvrirent des jeux simples, prirent d'autres photos, explorèrent toutes les fonctions qu'elles pouvaient comprendre. L'après-midi, lorsque le soleil était moins intense, elles retournèrent dans la rue des restaurants. Cette fois, elles eurent de la chance. Le Bella Vista avait jeté plusieurs bons restes. Elles trouvèrent un demi-sandwich au poulet, des frites encore croustillantes, même un morceau de gâteau au chocolat. C'était le meilleur déjeuner qu'elles aient eu depuis des semaines. Merci, téléphone porte-bonheur, dit Mel en embrassant l'appareil. Maya gloussa. Il a vraiment porté chance. Dans les jours qui suivirent, le téléphone devint leur bien le plus précieux. Pas seulement pour s'amuser, mais parce que, d'une certaine manière, il les faisait se sentir moins seules. Quand elles avaient peur la nuit, elles le tripotaient et se sentaient réconfortées. Une semaine après l'avoir trouvé, elles se promenaient dans le centre-ville lorsqu'elles s'arrêtèrent devant un magasin d'électronique. Plusieurs téléviseurs dans la vitrine étaient tous réglés sur la même chaîne d'information. Trop cool, dit Mel en désignant les télés. C'est comme un cinéma. Elles restèrent là, à regarder les images colorées. Il y avait une publicité pour une voiture, puis la météo, puis les informations commencèrent. Le procès de l'ingénieur HR Donovan se poursuit. Il est accusé d'avoir détourné plus de 8 millions de dollars du projet de logement du complexe Horizon. L'écran montrait un homme d'environ 40 ans, cheveux bruns, yeux tristes. Maya. Mel pointa du doigt. C'est le monsieur du sandwich. Maya regarda plus attentivement. C'était bien lui. 3 jours auparavant, alors qu'elle mourait de faim près d'une boulangerie, cet homme leur avait acheté du pain et du jus. Il ne leur avait pas posé de questions ni fait la morale. Il avait juste vu qu'elles avaient faim et les avait aidées. Pourquoi il est à la télé? Demanda Mel. Maya ne savait pas bien lire, mais elle reconnut quelques mots à l'écran, tribunal, procès. Il a des ennuis. À la télé, on le montrait menotté, emmené par la police. Il avait l'air effrayé et triste. On dirait bien. Maya pensa au téléphone qu'elles avaient trouvé, à la conversation étrange qu'elles avaient accidentellement enregistrée, aux adultes qui parlaient de quelqu'un qui avait tout signé sans le savoir et à d'autres virements. Serait-ce possible? Mel, tu te souviens de ces gens au restaurant? Ceux qui parlaient de choses méchantes? Oui, pourquoi? On les a enregistrés. Ils parlaient de quelqu'un qui avait signé sans savoir, et ce monsieur est accusé de quelque chose. Mel ne comprenait toujours pas tout, mais Maya commençait à assembler les pièces du puzzle. C'était difficile pour une enfant de 6 ans de saisir toute la situation, mais elle avait un pressentiment que c'était important. Il faut qu'on y aille, dit Mia soudainement. Aller où? Là où il est. Il a besoin de nous. Mais on ne sait pas où c'est. Mia regarda de nouveau les télés. Sous l'image du palais de justice, il y avait une adresse. Elle ne pouvait pas lire tous les mots, mais elle reconnut le nom de la rue. C'était près de la grande église. Je sais où c'est. C'est derrière la grande église. Qu'est-ce qu'on va faire? Maya n'était pas sûre. Elle savait seulement que l'homme qui avait été gentil avec elles était en difficulté, et qu'elles avaient quelque chose qui pouvait être important. On va montrer le téléphone à quelqu'un. L'enregistrement pourrait l'aider. Mel hocha la tête, ne comprenant toujours pas tout à fait, mais faisant confiance à sa sœur.
Elles quittèrent la vitrine du magasin d'électronique et commencèrent à marcher vers le palais de justice. Le téléphone était en sécurité dans le sac à dos de Mia, avec leurs quelques autres affaires. En marchant, Mia essaya de se souvenir exactement de ce que les adultes avaient dit, il a tout signé sans le savoir, encore quelques virements, et le rire cruel de la femme disant qu'elle avait presque pitié de cet idiot qui n'avait jamais rien soupçonné. Peut-être que c'était important. Peut-être que ça pourrait aider le gentil monsieur qui avait été bon avec elle. Maya. Mel lui tira la manche. Et si personne ne nous croit? On est juste des enfants. C'était une réelle préoccupation. Les adultes prêtaient rarement attention à ce que les enfants des rues avaient à dire, surtout des enfants sales et en haillons comme elle. Mais on a l'enregistrement, dit Maya. C'est une preuve, non? Je crois que oui. Elles continuèrent à marcher, deux petites filles perdues dans une grande ville, transportant sans le savoir la clé de l'innocence d'un homme bon. Le palais de justice était un grand bâtiment imposant. Beaucoup de gens devant, des camionnettes de chaînes d'information, des journalistes avec des microphones. C'était intimidant. Maya et Mel s'arrêtèrent sur le trottoir d'en face, observant l'agitation. Beaucoup de monde, murmura Mel. Oui, mais il est à l'intérieur. Et il a besoin d'aide. Maya toucha le sac à dos où était rangé le téléphone. À l'intérieur de cet appareil trouvé dans les ordures se trouvait une conversation qui pourrait tout changer. Elle ne comprenait pas entièrement les mots des adultes, mais elle connaissait la différence entre une bonne personne et une mauvaise. L'homme qui leur avait donné à manger était bon. Ceux qui parlaient et riaient cruellement étaient mauvais. Les bonnes personnes avaient besoin d'aide contre les mauvaises. Viens, Mel. Maman. Les deux fillettes traversèrent la rue, se dirigeant vers le palais de justice avec cette détermination que seuls les enfants possèdent lorsqu'ils savent qu'ils font ce qui est juste. Elles ne savaient pas qu'elles portaient la preuve qui sauverait Asher Donovan. Elles ne savaient pas que le téléphone qu'elles avaient trouvé dans les ordures contenait l'aveu complet de Claire et Elia. Elles ne savaient pas qu'elles étaient les seules au monde à pouvoir révéler la vérité. Elles savaient seulement qu'un homme bon était en difficulté et qu'elles avaient quelque chose qui pourrait l'aider. Et pour deux fillettes de 6 ans vivant dans la rue, c'était une raison suffisante pour être courageuse. Asher se réveilla à 4 heures du matin. Pas à cause du bruit des autres détenus ou de la lumière crue du couloir, toujours allumée. Il se réveilla parce que son estomac était noué par la nervosité, comme s'il avait avalé du verre pilé. Aujourd'hui était le jour. Le jour du verdict. Il s'assit sur sa couchette et passa les mains dans ses cheveux. 2 semaines et 3 jours de procès. 24 jours à voir sa vie disséquée en public, sa réputation mise en lambeaux pièce par pièce, son honnêteté remise en question par des inconnus qui le regardaient comme un déchet. Le petit déjeuner arriva à 6 heures, pain rassis, café qui ressemblait à de l'eau sale et une banane trop mûre. Asher regarda le plateau et son estomac se serra davantage. Il ne pouvait rien avaler, pas même de l'eau. Nerveux, l'ingénieur, demanda Tommy, le détenu de la cellule voisine. C'était un homme d'une 50aine d'années, emprisonné pour vol, mais qui était devenu amical au cours des dernières semaines. Un peu, répondit Asher en essayant de sourire. Un peu? Tommy rit. Mec, t'es vert. Respire profondément. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, au moins cette agonie prendra fin. Asher hocha la tête, mais les mots n'apportaient aucun réconfort réel. Oui, l'agonie prendrait fin, mais elle pourrait se terminer par une condamnation à 20 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. À 8 heures, le gardien vint le chercher. Donovan, préparez-vous. Tribunal dans 1 heure. Asher enfila le costume que Claire avait apporté. Il était bleu marine, le même qu'il portait le jour où il avait signé le contrat du complexe Horizon. À l'époque, il ressemblait à un uniforme de victoire. Maintenant, il avait l'air d'une tenue de funérailles. Il se regarda dans le miroir fissuré de la cellule. L'homme qui le fixait était un étranger, visage trop mince, cernes comme des cratères, cheveux qui avaient partiellement grisonné du jour au lendemain. 40 ans, mais il en paraissait 10 de plus en quelques semaines. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de nouer sa cravate. 2, 3, 4 essais avant de réussir un nœud décent. « Calme-toi », se murmura-t-il. Quoi qu'il arrive, arrive. Mais au fond de lui, il savait que sa vie dépendait des prochaines heures. S'il était déclaré coupable, il perdrait tout, l'entreprise, la maison, sa réputation. Claire devrait tout vendre pour payer les dettes. Elia se retrouverait seul, essayant de sauver ce qui restait de Donovan et associés. Le trajet jusqu'au palais de justice sembla durer une éternité et passer en un instant.
Asher regardait par la fenêtre de la voiture de police la ville qu'il avait aidé à construire défiler dans un flou. Combien de projets avait-il réalisés ici? Combien de familles vivaient dans des maisons qu'il avait conçues? Et maintenant, tout le monde pensait qu'il était un voleur. La foule devant le palais de justice était plus nombreuse que les jours précédents. Journalistes, caméras, badauds venus pour le spectacle final. Asher baissa la tête en sortant de la voiture de police, mais entendit quand même les questions criées se fondre en une cacophonie. « Monsieur Donovan, comment vous sentez-vous le jour du verdict? Allez-vous avouer si vous êtes condamné? Un mot pour les 500 familles laissées pour compte. Croyez-vous vraiment que vous allez être libéré? » Glenn, son avocat, le guida fermement à travers la foule. Ignorez tout. Regardez droit devant vous et continuez à marcher. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. La salle était comble, des gens debout au fond. Asher sentit des centaines d'yeux sur lui, le jugeant, le condamnant avant même que le juge n'ait parlé. Au premier rang, Claire était assise à côté d'Elia. Elle portait une élégante robe noire, comme si elle allait à un enterrement. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Quand elle le vit, elle lui fit un signe discret et tenta de sourire, mais ce fut un sourire crispé et douloureux. Elia se contenta d'un bref signe de tête, le visage sérieux, inquiet, mais déterminé. Il avait été comme ça ces derniers mois, promettant de découvrir la vérité, de trouver le vrai coupable. Au moins, Asher n'était pas seul. Claire et Elia l'avaient soutenu depuis le premier jour. C'étaient les seules personnes au monde qui croyaient encore en lui. Le juge Palmer entra à 9 heures précises. Un homme grand et mince, les cheveux entièrement gris, connu pour ses sentences sévères. Pendant tout le procès, Asher avait essayé de lire ses expressions, de voir s'il croyait en son innocence. Mais le visage du juge était toujours un masque impénétrable. L'ordre dans la cour, annonça l'huissier. Le silence fut absolu. Asher pouvait entendre son propre cœur battre comme des tambours de guerre. Monsieur Asher Donovan, veuillez vous lever pour entendre le verdict. Asher se leva, les jambes tremblant si fort qu'il dut se tenir à la table. Glenn se tenait à côté de lui, la main légèrement posée sur le bras d'Asher en signe de soutien. Le juge Palmer ouvrit un épais dossier et ajusta ses lunettes. Toute la salle semblait retenir son souffle. Cette cour a examiné attentivement toutes les preuves présentées au cours de ces 2 semaines et 3 jours de procès. Nous avons entendu les témoignages de 23 témoins, 5 experts, et examiné plus de 200 documents financiers. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'estomac d'Asher. Les preuves contre l'accusé comprennent des signatures sur des documents de transfert de fonds, des transactions bancaires non expliquées de manière satisfaisante, et des divergences significatives entre les matériaux achetés et ceux réellement utilisés dans la construction du complexe Horizon. Une pause qui parut une éternité. La défense a plaidé la possibilité de documents falsifiés et de signatures manipulées, mais n'a pas réussi à présenter de preuves concrètes étayant ces allégations. Asher ferma les yeux. C'était la fin. Il le sentait. Considérant la gravité des crimes, le montant substantiel impliqué et l'impact négatif sur les familles qui dépendaient du projet de logement, le juge marqua une nouvelle pause, regardant directement Asher. Cette cour estime que... Bang! Les doubles portes au fond de la salle s'ouvrirent violemment. 2 gardes de sécurité tentèrent d'arrêter quelqu'un, mais 2 petites silhouettes se faufilèrent entre leurs jambes comme des éclairs. Il est innocent. Nous avons la preuve. Le cri aigu et désespéré d'enfant résonna dans toute la salle d'audience. Asher se retourna, complètement confus, ne sachant absolument pas ce qui se passait. 2 petites filles d'environ 6 ans couraient dans l'allée centrale comme si leur vie en dépendait. Cheveux bruns en bataille, vêtements sales et déchirés, pieds nus claquant sur le marbre poli. L'une tenait quelque chose au-dessus de sa tête, un vieux téléphone portable. « Arrêtez ces enfants immédiatement !» cria l'huissier en faisant signe aux gardes. Mais les filles étaient petites, rapides, absolument déterminées. Elles évitèrent 3 adultes qui tentèrent de les attraper et atteignirent le devant de l'estrade du juge avant que quiconque ne puisse les arrêter. « Nous avons la preuve. Il n'a rien fait de mal !» cria l'une, la fillette tenant le téléphone fissuré comme une épée. « Gentil monsieur. Monsieur Sandwich !» hurla l'autre en pointant directement Asher. « L'ordre ! L'ordre dans la cour !» Le juge Palmer frappa de son maillet à plusieurs reprises, le visage rouge d'indignation. « Qui sont ces enfants? Comment sont-elles entrées ici ?» Asher les reconnut. C'étaient les petites filles à qui il avait acheté à manger 3 semaines plus tôt, alors qu'il était encore brièvement en liberté sous caution.
Elles avaient faim devant une boulangerie du centre-ville, et ils n'avaient pas pu passer son chemin. Votre honneur, dit Klein en s'avançant, aussi choqué que tout le monde. Je n'ai aucune idée de qui sont ces filles, mais peut-être devrions-nous entendre ce qu'elles ont à dire. Elles pourraient avoir des informations pertinentes. C'est hautement irrégulier, votre honneur, protesta le procureur, se levant avec indignation. Nous ne pouvons pas laisser le procès être interrompu par des enfants des rues. On a entendu les méchants parler, cria la fille au téléphone, ignorant les adultes qui hurlaient autour d'elle. C'est enregistré ici. Quel méchant, demanda le juge, la curiosité professionnelle commençant à l'emporter sur son irritation face au protocole bafoué. La fillette tripota nerveusement le téléphone, ses petits doigts tremblants. On a trouvé ça dans les poubelles et on a accidentellement continué à enregistrer. On a eu les méchants qui parlaient. Votre honneur, dit Klein, saisissant l'occasion. Je demande respectueusement que le contenu de cet appareil soit diffusé. S'il y a des preuves pertinentes? Votre honneur, c'est absurde, l'interrompit le procureur. Nous ne savons même pas d'où vient ce prétendu matériel, qui sont ces enfants, ou si ce qu'elle dit est vrai. Mais le juge Palmer était clairement intrigué. Quelque chose dans l'urgence désespérée des enfants le fit hésiter. Apportez l'appareil ici, ordonna-t-il finalement. Un officier s'approcha des filles. Celle qui tenait le téléphone le lui remit à contre-cœur, murmurant « Ne le cassez pas, s'il vous plaît ». L'officier connecta le téléphone au système audio de la salle d'audience. L'écran fissuré montrait un fichier vidéo de 3 minutes et 47 secondes. Lancez le fichier, ordonna le juge. La salle d'audience entière tomba dans un silence absolu. Au début, l'audio était confus, voix d'enfants jouant, rires enfantins, bruit de la rue. Puis un silence abrupt, comme si quelqu'un se cachait. Et ensuite, des voix d'adultes s'approchant, cristallines. Tout se passe comme prévu. Il a tout signé sans le savoir. Un frisson parcourut l'échine d'Asher. Il connaissait cette voix. C'était impossible, mais il la connaissait. Parfait. Encore quelques virements et on disparaît. La deuxième voix lui glaça le sang. C'était Elia. Son meilleur ami, son partenaire, la personne en qui il avait le plus confiance au monde. Demain, on fait le dernier virement. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre lui. La troisième voix fit s'effondrer le monde d'Asher. Claire. Sa femme. La femme qui pleurait pour lui chaque nuit, qui disait croire en son innocence, qui jurait qu'elle se battrait pour sa liberté jusqu'au bout. Un rire bas et cruel résonna dans les haut-parleurs. La salle d'audience explosa. Murmures, cris, gens se levant. Asher sentit ses jambes le lâcher complètement. Klein lui attrapa le bras pour qu'il ne s'effondre pas. Claire était blanche comme un linge, les yeux écarquillés de terreur. Elia tenta de se lever comme pour fuir, mais 2 gardes se rapprochaient déjà de lui. L'ordre. Le juge Palmer abattit son maillet de toutes ses forces. Je veux que cet enregistrement soit examiné immédiatement. Faites venir l'expert audio. L'expert de la cour s'approcha avec son équipement. 5 minutes d'analyse parurent 5 heures. Test de fréquence, comparaison vocale, examen numérique. Votre honneur, dit finalement l'expert. Il n'y a aucun signe de manipulation numérique. Les fréquences vocales correspondent au schéma connu des individus en question. L'enregistrement est authentique. Le juge Palmer se tourna lentement vers Claire et Elia, qui ressemblaient à des statues de pierre. Madame Claire Donovan et Monsieur Elia Crane, levez-vous immédiatement. Ils se levèrent comme des automates, les visages exsangues. D'après l'aveu explicite enregistré sur cet appareil, cette cour dispose de preuves irréfutables de complot en vue d'escroquer des fonds publics et d'incriminer faussement l'accusé, Asher Donovan. Une pause dramatique. Arrêter Claire Donovan et Elia Crane pour escroquerie aggravée, association de malfaiteurs et parjure. Le chaos total éclata dans la salle. Journalistes courant, gens criant, gardes se déplaçant. Claire fut menottée, sanglotant hystériquement, niant tout entre 2 hoquets. Elia tenta de parler, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Asher s'effondra sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. 15 ans d'amitié, 5 ans de mariage, tout un mensonge. Les 2 personnes en qui il avait le plus confiance au monde avaient froidement orchestré sa destruction complète. Les larmes vinrent comme un déluge, retenues pendant des semaines. Larmes de soulagement immense d'être libre, larmes de douleur profonde face à la trahison brutale, larmes de gratitude infinie pour 2 enfants courageuses qui lui avaient sauvé la vie. Quand il réussit enfin à se ressaisir et à lever les yeux, il chercha les filles.
Elles étaient interrogées par des travailleurs sociaux, mais quand elles le virent, elles accoururent. « Gentil monsieur, plus triste ?» demanda l'une, ses grands yeux pleins d'inquiétude. Asher s'agenouilla sur le sol de la salle d'audience et les serra fort dans ses bras, se fichant des centaines de caméras qui capturaient chaque seconde. « Vous, dit-il, la voix étranglée. Vous m'avez sauvé. » Les travailleurs sociaux s'approchèrent, parlant de protocole et de procédure. Maya et Mel reculèrent, soudain effrayés par toute l'agitation autour d'elles. « Faut qu'on y aille, murmura Mia à Mel. Avant qu'Asher ne puisse dire autre chose, les deux fillettes coururent vers la sortie, disparaissant dans la foule de journalistes et de badauds. Il resta là, à genoux, dans le palais de justice, regardant ses sauveuses s'évanouir. Deux enfants abandonnés, vivant seuls dans la rue, n'ayant rien d'autre qu'elles-mêmes, lui avaient rendu sa vie, sa liberté, sa dignité. Et maintenant, elles étaient parties, comme des apparitions qui se manifestent pour accomplir des miracles puis disparaissent. C'était le genre de miracle auquel il n'avait jamais cru, mais il venait de se produire juste devant lui. La clé tourna dans la serrure comme si c'était la première fois. Asher poussa lentement la porte, s'attendant à moitié à ce que la maison ait l'air différente après tant de jours. Mais tout était exactement pareil. Les meubles aux mêmes endroits, le parfum de Claire flottant encore, le désordre organisé habituel. Le silence était assourdissant. Il laissa tomber les clés sur la console de l'entrée et resta au milieu du salon, ne sachant que faire. Pendant des semaines, il avait rêvé de ce moment, rentrer chez lui, libre, innocent, retrouver une vie normale. Mais maintenant qu'il était là, tout semblait étrange et vide. La maison avait 3 chambres, 2 salles de bain et une cuisine moderne que Claire adorait. Ils avaient acheté cet endroit il y a 5 ans, juste après leur mariage. C'était le symbole de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, de l'avenir qu'ils avaient planifié. Quelle fausse vie ils avaient vécue. Il se dirigea vers l'étagère du salon où il gardait des photos encadrées. La première qu'il prit était celle de sa remise de diplôme d'ingénieur. Lui et Elia, côte à côte, toque sur la tête, large sourire. Il y a 20 ans. Ils étaient jeunes, pleins de rêves. « On va conquérir le monde, frérot », avait dit Elia ce jour-là. Asher passa son doigt sur le cadre. Comment son meilleur ami était-il devenu son pire ennemi? Comment 15 ans d'amitié avaient-ils pu se transformer en mensonge? Il prit une autre photo, l'inauguration de Donovan et associés. Il coupait le ruban rouge devant la porte de leur premier bureau, Elia applaudissant à côté de lui. Claire était là aussi charmante que jamais, tenant des fleurs. « Je suis si fière de vous deux », avait-elle dit. « Vous allez avoir un tel succès. » Planifiait-elle déjà sa chute, même à ce moment-là? Il reposa la photo et se rendit dans la chambre. Le lit était fait, les oreillers arrangés exactement comme Claire les laissait toujours. Sur sa table de nuit, quelques mots qu'elle avait laissés. Il prit le premier, datant de 2 mois, à l'époque où il pensait encore avoir une femme qu'il aimait. « Chérie, je suis parti tôt voir ma sœur. Ton déjeuner est dans le frigo. Je t'aime. » L'aimait. 5 ans à faire semblant de m'intéresser à cet idiot. C'est ce qu'elle avait dit dans l'enregistrement. Le deuxième mot était plus ancien, de l'époque où ils sortaient encore ensemble. « H, tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu. J'ai hâte d'être ta femme et de construire une belle vie ensemble. Tout mon amour, Claire. » Asher s'assit sur le bord du lit, le papier tremblant entre ses mains. Y avait-il eu quelque chose de réel? Les baisers, les étreintes, les promesses d'amour éternel? Ou tout cela faisait-il partie d'un plan pour obtenir son argent? Il se souvint du jour où il l'avait demandé en mariage. Dîner romantique dans un restaurant chic, bague en diamant. Elle avait pleuré. Des larmes de joie? Ou de fausses larmes de joie? Oui, 1000 fois oui. Avait-elle crié en l'embrassant devant tout le monde. Mensonge, pur mensonge. Il alla au placard et ouvrit les tiroirs de Claire. Vêtements chers, bijoux, parfums importés. Elle avait toujours voulu le meilleur de tout, disait toujours qu'elle méritait de belles choses parce qu'elle travaillait si dur comme avocate. Mais son salaire n'avait jamais suffi à ce train de vie. C'était lui qui payait la plupart des factures, la maison, les voyages, les restaurants chics. Et elle acceptait tout comme si c'était son dû. Claire disait qu'elle m'aimait, murmura-t-il dans la pièce vide. Mais elle ne voulait que mon argent. La vérité faisait plus mal que n'importe quel coup physique. Il retourna au salon et se versa un whisky. La première gorgée lui brûla la gorge, mais la deuxième fut plus facile. Il s'assit sur le canapé où il regardait des films le dimanche. Il prit son téléphone portable. Des dizaines de messages non lus.
Journalistes voulant des interviews, voisins curieux, quelques anciens clients offrant leur soutien. Il les supprima tous sans les lire. Il y avait une photo encadrée sur la table basse, du Noël dernier. Il y a 3 mois. Lui, Claire et Elia, trinquant au champagne, tous souriants et heureux, comme une famille. Comme il avait été aveugle. Il pensa à l'enregistrement que les filles avaient trouvé. Elia et Claire riant de lui, le traitant d'idiot, célébrant la façon dont il l'avait dupé. 5 ans de mariage, 15 ans d'amitié, tout construit sur des mensonges. Comment mon associé, mon meilleur ami, a-t-il pu me faire ça? La question résonna dans la maison vide, sans réponse. Il se souvint de toutes les fois où Elia l'avait rassuré au sujet des matériaux bon marché sur le chantier. « Détends-toi, frérot, j'ai tout vérifié personnellement. » Toutes les fois où Asher avait signé des papiers sans les lire, faisant aveuglément confiance à son ami, « Tout est réglé, il ne manque que ta signature. » Et il signait, toujours, parce qu'il lui faisait confiance. Le téléphone sonna. C'était Glenn, son avocat. « Asher, comment vas-tu? » « Vivant. Libre? Trahi. Mais vivant. Je ne peux qu'imaginer. Veux-tu parler des prochaines étapes? Nous pouvons les poursuivre tous les deux pour tout ce qu'ils ont fait. Plus tard, Glenn. Pour l'instant, je veux juste être seul. Je comprends. Mais ne t'isole pas trop, d'accord? Tu as aussi de vrais amis. Après avoir raccroché, Asher se demanda si c'était vrai. Comment pouvait-il savoir qui étaient ses vrais amis après avoir découvert que les personnes les plus proches de sa vie étaient ses pires ennemis? Il monta au bureau à domicile. Sur le bureau, de vieux contrats et des plans de projet qu'ils avaient réalisés ensemble. Souvenir du temps où il croyait avoir un partenaire loyal et honnête. Il prit une photo de la remise de diplôme d'Elia, major de leur promotion d'ingénieur. Elia avait été son témoin à son mariage, avait même pleuré pendant son discours. Pure comédie. Il rangea la photo dans un tiroir. Il ne voulait plus la voir. Le soleil se couchait quand il redescendit. La maison semblait plus grande et plus vide d'heure en heure. Elle avait toujours été pleine de vie, de rire, de conversation. Maintenant, ce n'était qu'un espace froid rempli de faux souvenirs. Il n'avait pas envie de crier. Il ne ressentait pas de rage le poussant à tout casser ou à frapper les murs. Il ne ressentait qu'une profonde tristesse et une amère compréhension de la réalité. Il avait été utilisé pendant 5 ans, pendant 15 ans. Les 2 personnes en qui il avait le plus confiance l'avaient trahi de la manière la plus brutale. Mais au moins, il connaissait maintenant la vérité. Au moins, 2 enfants courageux étaient apparus dans sa vie pour lui montrer qu'ils se souciaient vraiment de la justice. 2 petites filles qui n'avaient rien à gagner en le sauvant, et qui l'avaient fait quand même. Elles étaient la vraie chose, tandis que Claire et Elia n'étaient que de jolis masques cachant des cœurs pourris. Il se versa un autre whisky et porta un toast, seul dans le salon vide. « À la vérité, dit-il au mur silencieux. Peu importe à quel point ça fait mal. » Et ça faisait mal. Ça faisait plus mal que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Mais au moins, c'était réel. Asher se réveilla avec une mission. Pour la première fois depuis des semaines, il avait un objectif clair, retrouver les 2 fillettes qui lui avaient sauvé la vie. Après s'être douché et habillé, il quitta la maison, déterminé. Il ne connaissait même pas leur nom, mais il savait qu'elles vivaient dans les rues du centre-ville. C'était par là qu'il fallait commencer. Il se rendit en voiture dans le quartier où il avait rencontré les filles pour la première fois, des semaines auparavant, près de la boulangerie. C'était un quartier commercial animé pendant la journée, plein de magasins et de restaurants. La nuit, les entrées et les portes cochères se transformaient en abris pour ceux qui n'avaient nulle part où dormir. Il se gara et parcourut les rues, croisant une douzaine de sans-abri, mais aucune n'était les jumelles. Il demanda à certains s'ils connaissaient 2 petites filles, mais personne ne put le dire. « Monsieur, n'êtes-vous pas cet ingénieur de la télé ?» demanda un homme d'environ 50 ans, assis à un coin de rue avec un gobelet en papier. « Si. J'ai lu dans le journal que vous aviez été innocenté. C'est bien, ça. Nous, les gens de la rue, on reconnaît les bonnes personnes. » Asher fut touché. « Merci. Connaissez-vous par hasard 2 petites jumelles d'environ 6 ans qui vivent par ici ?» L'homme réfléchit un instant. « Oh, vous voulez dire Maya et Mel ? Bien sûr que je les connais. Pauvres gosses. Seuls depuis que leur grand-mère est morte. » Maya et Mel, répéta Asher. « Où puis-je les trouver ? » Elles traînent généralement près de la boulangerie Sanan le matin, dans la rue derrière nous. Ensuite, elles vont chercher de la nourriture dans les restaurants. La nuit, elles dorment sous l'auvent de la banque fermée, 2 rues plus loin dans cette direction.
Asher tendit un billet à l'homme et se dirigea vers la boulangerie. C'était une petite boutique simple avec quelques tables sur le trottoir. Il regarda autour de lui mais ne vit pas les filles. « Excusez-moi » demanda-t-il à l'employé du comptoir. « Avez-vous vu deux petites jumelles ici aujourd'hui? Vous voulez dire Maya et Mel? Elles sont passées ce matin, mais n'ont rien acheté. Elles ne le font jamais. Elles restent juste là, à regarder le pain. » Le cœur d'Asher se serra. Elles passent presque tous les jours. Pauvres petites. Parfois, on leur donne les restes de pain de la veille, mais le patron n'aime pas beaucoup ça. À quelle heure reviennent-elles habituellement? En fin d'après-midi, vers 17 h. C'est à ce moment-là qu'on jette ce qui n'a pas été vendu. Il était 14 h. Asher décida d'attendre. Il acheta un café et s'assit à l'une des tables du trottoir, observant la rue. Pendant les 3 heures suivantes, il vit des dizaines de personnes passer, cadres pressés, mères avec des poussettes, étudiants portant de lourds sacs à dos. Tous avaient des endroits où aller, des maisons où rentrer. À 17 h 10, il les aperçut. Deux petites filles se tenant la main, marchant lentement sur le trottoir. Cheveux bruns emmêlés, vêtements sales et déchirés, pieds nus. Mais c'était bien elles. Il reconnut les yeux vifs et intelligents qu'il avait sauvés au tribunal. Maya et Mel s'approchèrent prudemment de la boulangerie, comme elles le faisaient toujours. Elles regardèrent par la fenêtre, puis s'assirent près du mur, attendant de voir s'il restait quelque chose. Asher se leva et se dirigea vers elles. « Bonjour, les filles. » Elles levèrent les yeux, surprises, mais quand elles le reconnurent, elles sourirent timidement. « C'est le monsieur du tribunal, » dit Maya. « Le gentil monsieur, » ajouta Mel. Asher s'agenouilla sur le trottoir pour être à leur hauteur. « Vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais même pas comment vous remercier. On a juste montré ce qu'il y avait sur le téléphone, » dit Maya en haussant les épaules. « Vous avez fait bien plus que ça. Vous m'avez rendu ma vie. » Asher prit une profonde inspiration. « Je veux vous récompenser. Que diriez-vous de commencer par un repas? J'aimerais mieux vous connaître. » Les filles échangèrent un regard. Elles avaient clairement faim, mais aussi de la méfiance. La vie dans la rue leur avait appris la prudence avec les adultes. « Juste un repas? » demanda Mel. « Juste un repas. Vous choisissez où? » Maya désigna un fast-food de l'autre côté de la rue. Il avait l'air simple mais propre et accueillant. « Ils ont des hamburgers délicieux. On les a vus par la fenêtre. Alors, allons-y. » Ils traversèrent la rue ensemble. Asher remarqua comment les gens les dévisageaient. Un homme bien habillé avec deux enfants visiblement sans abri. Certains regards étaient curieux, d'autres jugeurs. Ils s'assirent à une table au fond. Les filles s'assirent côte à côte, encore un peu intimidées. « Commandez ce que vous voulez, » dit Asher en leur tendant les menus. Maya et Mel regardèrent les options avec de grands yeux. Il était clair qu'elles avaient rarement l'occasion de choisir leur nourriture. « Je peux prendre un hamburger avec des frites? » demanda timidement Maya. « Et un milkshake au chocolat ?» ajouta Mel. « Bien sûr. Tout ce que vous voulez. » Quand le serveur arriva, les filles commandèrent des hamburgers, des frites, des milkshakes, et même une part de tarte à partager. Asher ne demanda qu'un café. « Tu ne manges pas? » demanda Mia, inquiète. « Je n'ai pas faim. Allez-y, vous deux. » Pendant qu'elles attendaient, Asher les observa. Des jumelles, assurément, mais Maya semblait plus âgée et plus protectrice, tandis que Mel était plus discrète, regardant toujours sa sœur avant de parler. « Vos noms sont Maya et Mel, n'est-ce pas? Un homme dans la rue me l'a dit. »« Oui, » confirma Mia. « Il vous a parlé de nous? » ?»« Il l'a fait. Il a dit que vous étiez bien connus par ici. »« On est dans la rue depuis longtemps, » dit Mel, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Quand la nourriture arriva, elles la dévorèrent avec une faim qui brisa le cœur d'Asher. Mais elles s'assurèrent quand même de tout partager équitablement, chacune veillant à ce que l'autre en ait assez. « C'est bon? » demanda Asher. « Très bon, » dirent-elles toutes les deux en même temps, le faisant sourire. « Mademoiselle, dit-il doucement. Puis-je vous demander comment vous vous êtes retrouvés à vivre dans la rue? » Elles arrêtèrent de manger un instant. Maya s'essuya la bouche avec une serviette et prit une profonde inspiration. « Grand-mère est morte, » dit-elle simplement. « Votre grand-mère s'occupait de vous? On a toujours vécu dans la rue avec elle, » expliqua Mel. « Depuis qu'on est bébé. Grand-mère disait que nos parents étaient partis quand on est né. »« Votre grand-mère était aussi sans abri ?» demanda doucement Asher. « Oui.
Elle connaissait les meilleurs endroits pour la nourriture et où dormir en sécurité, continua Mia. Elle nous a appris à demander de l'aide aux bonnes personnes et comment fuir les mauvaises. Et quand elle est morte? Les jumelles échangèrent un regard douloureux. C'était l'hiver dernier. Elle était malade, elle toussait beaucoup, dit Mel, la voix triste. On a essayé de s'occuper d'elle, mais on ne savait pas comment, ajouta Maya. Un matin, elle ne s'est juste pas réveillée. Le cœur d'Asher se serra. Et vous êtes seul depuis? Oui. Grand-mère disait toujours que si quelque chose lui arrivait, on devait rester ensemble. L'une s'occuperait de l'autre. Et c'est ce que vous faites? On s'occupe l'une de l'autre, dit Maya fièrement. Grand-mère nous a tout appris. Où trouver la meilleure nourriture, où c'est dangereux, comment demander de l'aide. Depuis combien de temps êtes-vous seul? Depuis le grand froid, dit Mel. Il faisait froid, puis chaud, et maintenant il recommence à faire froid. Asher réalisa qu'elle parlait de près d'1 an. 2 enfants d'accent grave peine 5 ou 6 ans à l'époque, seuls dans la rue pendant 4 saisons. Comment trouvez-vous de la nourriture? Où dormez-vous? On connaît tous les endroits. Grand-mère nous les a montrés, dit Maya. Des restaurants qui jettent de la bonne nourriture, des gens qui donnent des pièces, des endroits sûrs pour dormir. Grand-mère disait qu'il faut connaître la ville comme sa poche, ajouta Mel. Et c'est notre cas. Vous n'avez pas peur? On s'allume l'autre, dit Mel en tenant la main de Mia. Grand-mère disait, tant qu'on est ensemble, on peut tout surmonter. L'amour entre elles était tangible. Au milieu de toute l'adversité, elles savaient l'une l'autre et avaient construit leur propre petit monde de protection mutuelle. Votre grand-mère était une femme sage, dit Asher. Et vous deux, vous êtes très courageuses. Grand-mère disait toujours qu'on était spécial, dit Maya en souriant pour la première fois. Pourquoi êtes-vous spécial? Parce que même si on n'a rien, on aide toujours les gens qui en ont besoin, expliqua Mel. Grand-mère nous l'a appris. Comme quand vous m'avez aidé au tribunal. Oui. Grand-mère disait que les bonnes personnes aident les bonnes personnes, hocha la tête Maya. Et tu as été gentil avec nous ce jour-là à la boulangerie, ajouta Mel. Tu nous as donné du pain et du jus sans qu'on le demande. Asher se souvint de cette rencontre. C'était quelques jours avant son arrestation. Il avait vu les filles affamées et leur avait simplement acheté de la nourriture, sans y penser à 2 fois. Un petit geste qui avait créé un lien. Vous m'avez tout donné, dit-il, la voix brisée. Vous m'avez rendu ma liberté, ma dignité, mon avenir. Je ne peux pas assez vous remercier. Tu l'as déjà fait, avec ce délicieux repas, dit Maya en souriant. Grand-mère disait que les bonnes actions reviennent toujours, ajouta Mel. Asher prit une profonde inspiration. C'était le moment ou jamais. Puis-je vous donner quelque chose en retour? Une maison. Les filles arrêtèrent de manger et le regardèrent avec de grands yeux. Une maison? Répéta Mel, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Oui. Une vraie maison. Des lits chauds, des repas quotidiens, des vêtements propres. Et vous resteriez ensemble. Toujours ensemble. Maya et Mel échangèrent un long regard silencieux. Mais on ne connaît pas les maisons, dit Maya, confuse. On a toujours vécu dans la rue. Je peux vous apprendre. Et vous pouvez m'apprendre. Vous en savez plus sur le courage et la loyauté que moi. Vraiment? Demanda Mel, les yeux brillants. Vraiment. Mais seulement si vous le voulez. Je ne forcerai rien. Elles se regardèrent de nouveau, puis le fixèrent. Y aura-t-il à manger tous les jours? Demanda Maya. Tous les jours. Et à lit douillet? Le plus douillet que je puisse trouver. Et on ne sera pas séparés? Jamais. Je le promets. Maya serra plus fort la main de Mel. Mel, qu'en penses-tu? Mel regarda Asher de ses grands yeux sérieux. Grand-mère disait, quand on fait quelque chose de vraiment bien, le ciel nous envoie quelque chose de bien en retour. Ces mots frappèrent profondément Asher. Tu penses que je suis la bonne chose que le ciel a envoyée? Les filles sourirent en même temps. On pense que oui, dirent-elles ensemble. Asher sentit les larmes lui monter aux yeux. 2 enfants qui avaient tout perdu, vivant de reste, ne faisant confiance à personne, étaient maintenant prêts à lui faire confiance. Alors, c'est réglé, dit-il en tendant les mains. Mes héroïnes ne peuvent pas rester dans la rue. Venez avec moi. Maya et Mel prirent ses mains, une de chaque côté. On rentre à la maison, répéta Maya, testant les mots. Notre maison, corrigea Mel en souriant.
Et pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison de Claire et Elia, Asher se sentit complet. Non pas parce qu'il avait retrouvé son ancienne vie, mais parce qu'il en commençait une nouvelle, avec 2 filles envoyées par le ciel pour le sauver, et qu'il pouvait maintenant sauver en retour. Le premier endroit où Asher emmena Maya et Mel fut un magasin de vêtements pour enfants au centre commercial. Elle marchait lentement, main dans la main, les yeux écarquillés devant toutes les vitrines lumineuses et colorées. « On n'est jamais entré dans un endroit comme ça », murmura Maya en fixant les devantures brillantes. « C'est si grand », ajouta Mel en se cachant un peu derrière sa sœur. « Pas besoin d'avoir peur, dit doucement Asher. On est ici pour vous choisir de nouveaux vêtements. » Dans le magasin, la vendeuse regarda étrangement les filles. Il était évident qu'elles venaient de la rue, cheveux en désordre, vêtements sales et en lambeaux, pieds nus. « J'ai besoin de tenues complètes pour ces 2-là, dit fermement Asher. Tout, des sous-vêtements aux manteaux d'hiver. « Quelle taille ?» demanda la vendeuse, regardant toujours les enfants avec suspicion. « Elles ont 6 ans. Maya, Mel, choisissez ce que vous voulez. » Les filles échangèrent des regards, submergées par tant d'options. « N'importe quoi ?» demanda Maya. « Tout ce que vous voulez. » Ce fut comme une digue qui cède. Mia courut vers un portant de robes colorées tandis que Mel regardait un ensemble de pantalons et de chemises avec des imprimés d'animaux. « Je peux prendre ça ?» demanda Mel en tenant un ensemble rose avec des chatons. « Tu peux en choisir autant que tu veux. » Pendant l'heure suivante, les filles essayèrent des vêtements comme si c'était la plus grande aventure de leur vie. Robes, pantalons, chemises, chaussettes, chaussures, vestes, tout était neuf, sentait frais, fait juste pour elles. « Regarde-moi !» Maya sortit de la cabine d'essayage vêtue d'une robe bleue à fleurs blanches et de nouvelles chaussures blanches. « Tu es magnifique, dit Asher. » Et c'était vrai. Propre et bien habillée, Maya ressemblait à une enfant complètement différente. Mel sortit ensuite en jean et chemise jaune avec un dessin de soleil. « Et moi ? Vous êtes toutes les 2 magnifiques. Les plus jolies filles du monde. » Elles rayonnèrent. C'était la première fois que quelqu'un les appelait jolies. Elles quittèrent le magasin avec 6 sacs, des vêtements pour toutes les occasions, de nouvelles chaussures, des manteaux pour l'hiver à venir. Les filles portaient fièrement leurs propres sacs. « Maintenant, on va chercher d'autres choses importantes, » dit Asher. Dans le magasin de jouets, leur réaction fut encore plus forte. C'était comme si elles étaient entrées au paradis. « Tant de jouets !» murmura Mel en tournant sur elle-même pour tout voir. « Choisissez ce que vous voulez, » dit Asher. Maya se dirigea directement vers une poupée blonde dans une robe rose. Elle ressemble à une princesse. Mel fut attirée par un ensemble géant de crayons de couleur. « Je peux dessiner avec ça ? Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. » Elles choisirent avec soin, poupées, crayons de couleur, livres de coloriage, puzzles, quelques peluches. Elles ne prirent pas tout, seulement ce qui attirait vraiment leur regard. « Vous n'en voulez pas plus ? » demanda Asher. « On n'a pas besoin de beaucoup, » expliqua Maya. Grand-mère disait toujours, l'important, c'est d'avoir assez, pas trop. La sagesse de cet enfant de 6 ans impressionna de nouveau Asher. Quand ils arrivèrent enfin à la maison, c'était la fin de l'après-midi. Les filles se tinrent à l'entrée, curieuses de tout. « C'est immense !» commenta Mel. « Et joli !» ajouta Maya. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Asher les conduisit dans le couloir jusqu'à 2 portes côte à côte. « Ce seront vos chambres. » Il ouvrit la première porte. C'était son bureau à domicile, mais il l'avait rapidement transformé cet après-midi-là. Un lit simple avec une couette rose, des oreillers moelleux, une petite étagère pour les livres et les jouets. « C'est la mienne ?» demanda Maya, incrédule. « Oui, c'est la tienne. » Il ouvrit la deuxième porte, une pièce identique, mais avec une couette bleu clair. « Et celle-ci, c'est la mienne ?» murmura Mel. « La tienne. Mais regardez ça. » Asher leur montra une porte reliant les 2 chambres. « Si vous voulez être ensemble, ouvrez simplement cette porte. Si vous préférez dormir séparés, vous pouvez la fermer. C'est vous qui décidez. » Les filles coururent d'une chambre à l'autre, testant les lits, touchant les couettes douces, ouvrant et fermant la porte communicante. « Ce sont les lits les plus doux du monde, » dit Maya en se laissant tomber dessus. « Et si chaud !» Mel fit de même. « Maintenant, vous pouvez prendre un bon bain et mettre vos nouveaux vêtements. Ensuite, on dîne ensemble. » L'heure du bain fut une toute nouvelle aventure.
Les filles n'avaient jamais vu de baignoire auparavant, n'avaient jamais senti l'eau chaude d'un robinet, n'avaient jamais utilisé de shampoing parfumé, n'avaient jamais eu de serviette moelleuse. Asher les entendit rire et parler avec enthousiasme pendant près d'1 heure. Quand elles sortirent, elles étaient méconnaissables. Propres, cheveux brillants, joues roses, vêtues de nouveaux vêtements. Elles ressemblaient à 2 petites princesses. « Alors, vous êtes magnifiques, dit Asher, ému. Et on sent bon, gloussa Maya. Et on est toutes propres, ajouta Mel. Pendant le dîner, elles mangèrent copieusement mais poliment. Leur grand-mère leur avait appris les bonnes manières, même dans la rue. C'est bon? Demanda Asher. Très bon. Tu es un bon cuisinier, le complimenta Maya. Merci. Demain, vous pourrez m'aider à cuisiner si vous voulez. On peut? Demanda Mel, excitée. Bien sûr. C'est votre maison maintenant. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. Asher avait acheté du papier et des crayons de couleur juste pour ce moment. Maya et Mel s'assirent sur le grand canapé, chacune avec une feuille de papier, dessinant intensément. Asher alla à la cuisine leur préparer du jus d'orange frais. Quand il revint avec les verres, il les regarda dessiner. Maya faisait une maison avec une famille de 3 personnes devant. Mel dessinait des fleurs colorées et un soleil souriant. Joli dessin, dit-il en leur tendant le jus. Merci, répondit Mia sans lever les yeux. Asher s'assit dans un fauteuil, observant simplement. C'était incroyable comme leur présence transformait la maison. Il y avait de la vie, des rires étouffés, des conversations chuchotées entre elles. Asher, dit soudain Maya en levant les yeux. Oui? Tu as des enfants? La question le prit au dépourvu. Non. J'étais mariée à Claire, mais je demande le divorce. Pourquoi tu divorces? Demanda Mel, curieuse. Parce que j'ai découvert qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Elle m'a trompé. Comment t'as trompé au tribunal? Demanda Maya, confuse. Non, non. Vous m'avez sauvé la vie. Claire a fait le contraire. Elle a essayé de me détruire. Les filles se regardèrent, assimilant cela. Alors, maintenant, tu n'as plus de famille? Demanda Mel. J'ai vous? Répondit Asher sans hésitation. Et honte à toi? Maya sourit. Exactement. Mel posa son crayon et se leva du canapé, grimpant sur les genoux d'Asher. Je peux t'appeler papa? La question était si naturelle, si douce, qu'Asher sentit les larmes lui monter aux yeux. Seulement si vous le voulez. On veut, dit Maya en s'approchant aussi. Alors, vous pouvez m'appeler papa. Papa, essaya Mel, souriante. Papa, testa Mia, une variante. Peu importe comment vous préférez m'appeler. Toutes deux se blottirent contre lui, Mel sur ses genoux, main appuyée sur l'accoudoir du fauteuil. Papa, redit Mel. On va vivre ici pour toujours? Si vous le voulez. On veut, dirent-elles à l'unisson. Ils restèrent ainsi un moment, profitant simplement de l'instant. C'était la première fois depuis des mois qu'Asher se sentait vraiment en paix, et la première fois de leur vie que Mia et Mel se sentaient vraiment en sécurité. On joue à quelque chose? Suggéra Mia. À quoi voulez-vous jouer? On ne connaît pas beaucoup de jeux, admit Mel. Alors, je vais vous apprendre. Asher leur apprit des jeux simples comme pierre-papier-ciseaux. Elles apprirent vite et se mirent bientôt à rire, rivalisant entre elles. Papa, tu as encore perdu. Rit Maya après avoir gagné pour la 5e fois. Vous deux, vous êtes trop malignes. Asher rit aussi. C'était incroyable comme la maison avait changé. Là où il y avait eu silence et tristesse, il y avait maintenant rire et conversation. Là où il y avait vide, il y avait maintenant vie. À 21 h, les filles bâillaient. Je crois que c'est l'heure d'aller au lit, dit Asher. Déjà? Fit la Moumelle. On jouera plus demain. Maintenant, vous avez besoin de repos. Il les accompagna jusqu'à leur nouvelle chambre. Maya choisit de dormir dans son propre lit, mais laissa la porte communicante ouverte pour pouvoir parler à Mel. Bonne nuit, Maya, dit Asher en l'embrassant sur le front. Bonne nuit, papa. Dans l'autre chambre, il borda également Mel. Bonne nuit, Mel. Papa, dit-elle en lui tenant la main. Merci de nous avoir donné une maison. Merci de m'avoir donné une famille. Quand Asher redescendit, la maison était de nouveau silencieuse. Mais c'était un silence différent. Plus la solitude vide. C'était le calme réconfortant d'un foyer où des êtres chers dormaient en sécurité. Il jeta un coup d'œil au dessin des filles,
toujours éparpillés sur le canapé. Le dessin de m'a montré une maison avec 3 silhouettes devant, un homme grand et 2 petites filles se tenant la main. Au-dessus, en lettres tremblantes, était écrit « Ma famille ». Le dessin de Mel avait des fleurs vives et 3 cœurs reliés avec les noms Maya, Mel et Papa. Asher sourit, rangeant soigneusement les dessins. C'étaient les premiers cadeaux que ses filles lui avaient faits. Ses filles. Les mots sonnaient si justes. 2 petites filles qui lui avaient sauvé la vie dormaient maintenant dans des lits chauds, le ventre plein, le cœur heureux. Et lui, qui avait tout perdu ce qu'il pensait avoir, avait maintenant gagné tout ce qui comptait vraiment, une vraie famille, construite sur un amour authentique, pas sur des mensonges et de l'intérêt personnel. Pour la première fois depuis des années, la maison d'Asher était remplie de vie, de rire et d'espoir. Et cela valait plus que tout l'argent du monde. Asher se gara devant l'immeuble de Donovan et Associés pour la première fois depuis près de 2 mois. Le bâtiment lui parut plus petit qu'il ne s'en souvenait, plus ordinaire. C'est drôle comme la perspective change quand votre vie est bouleversée. Il prit l'ascenseur jusqu'au 12e étage, un trajet qu'il connaissait par cœur. Chaque étage lui rappelait des souvenirs, réunions importantes, contrats signés, rêves partagés avec Elia. Maintenant, tout cela semblait appartenir à une autre vie. Quand les portes s'ouvrirent, il vit Sandra, la réceptionniste, organiser des papiers à son bureau. « Monsieur Asher » s'exclama-t-elle en se levant rapidement. « C'est si bon de vous revoir. »« Salut Sandra. Comment vont les choses ici ?»« Compliqué, pour être honnête. Après tout ce qui s'est passé, eh bien, beaucoup de projets ont été annulés, les clients ont eu peur. » Asher hocha la tête. C'était prévisible. Les scandales de corruption effraient les clients, même si vous êtes innocenté plus tard. Combien d'employés restent-ils? Environ 15. Marcos s'occupe toujours des projets restants. La plupart de l'équipe financière a dû être licenciée. Je comprends. Je vais jeter un coup d'œil. Il traversa le bureau qu'il avait aidé à construire. Quelques bureaux vides, d'autres avec du personnel qui le regardait avec soulagement et curiosité. Il salua chacun, les remercia d'être restés pendant la crise. Son bureau personnel était exactement comme il l'avait laissé. Plantes arrosées par Sandra, papiers organisés, la vue sur la ville par la fenêtre. Mais la chaise d'Elia, en face de son bureau, était vide. Probablement pour toujours. Il s'assit et alluma son ordinateur. Des dizaines de mails en attente, des contrats, des feuilles de calcul à examiner. Le travail était le travail, et il avait besoin de comprendre la situation réelle de l'entreprise. En fin de matinée, Marcos vint lui faire un rapport sur les projets en cours. « Patron, nous avons réussi à maintenir 3 projets, l'immeuble résidentiel dans le quartier nord, la rénovation de l'hôpital municipal et un petit bureau commercial. Et le complexe Horizon ? Complètement arrêté. La mairie a annulé le contrat après le scandale. Il cherche une nouvelle entreprise. » Asher soupira. C'était inévitable, mais toujours douloureux. Ce projet avait tellement compté pour lui. D'accord, Marcos. Nous allons travailler avec ce que nous avons. Tu rouvres l'entreprise? Oui. Lentement, mais oui. Nous avons une réputation à reconstruire. Tu peux compter sur moi, patron. J'ai toujours su que tu étais innocent. Après le départ de Marcos, Asher passa la journée à examiner de vieux contrats, essayant de voir comment Elia avait réussi à détourner autant d'argent sans qu'il s'en aperçoive. C'était humiliant de réaliser à quel point il avait été naïf. Vers midi, on frappa à sa porte. « Entrez !» C'était Roberto, l'ingénieur électricien qui travaillait dans l'entreprise depuis 5 ans. Il entra avec hésitation, semblant nerveux. « Monsieur Asher, puis-je vous parler ?»« Bien sûr, Roberto. Asseyez-vous. » Il se percha sur le bord de la chaise, clairement mal à l'aise. « C'est à propos de, de ce qui s'est passé avec monsieur Elia et mademoiselle Claire. » Asher fronça les sourcils. « Quoi à leur sujet ? J'ai vu certaines choses, mais j'avais peur de parler à l'époque. » « Quel genre de choses ? » Roberto déglutit difficilement. « Vous savez, je travaille souvent tard, n'est-ce pas ? Parfois jusqu'à 21 ou 22 heures, pour finir des projets. Oui, tu as toujours été dévoué. Une nuit, il y a environ 6 mois, j'avais oublié mon portefeuille ici. Je suis revenu vers 23 heures. Je pensais qu'il n'y avait personne, mais j'ai vu de la lumière allumée dans la réserve à l'arrière. » Asher se pencha en avant. La réserve était l'endroit où il gardait le matériel pour les petits projets. Alors ? Je suis allé vérifier si tout allait bien, inquiet que ce soit un cambrioleur ou quelque chose comme ça.
Roberto marqua une pause, clairement embarrassé. Continuez, dit Asher. Monsieur Asher, j'ai vu Claire et Elia ensemble dans la réserve, s'embrasser. Les mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Asher sentit son estomac se nouer, même s'il connaissait déjà la trahison par l'enregistrement. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Absolument. Ils étaient très intimes, parlaient doucement, riaient, se serraient dans les bras. C'était évident que ce n'était pas la première fois. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Roberto baissa la tête. J'avais peur, monsieur. Monsieur Elia était aussi mon patron. J'avais besoin de ce travail, et bien, qui m'aurait cru face à eux? Asher comprit. Qui soupçonnerait la femme parfaite et le meilleur ami loyal? Autre chose? Je les ai vus ensemble d'autres fois. Toujours tard, toujours cachés. Une fois, elle a même garé sa voiture à une rue d'ici et est venue à pied. Il pensait que personne ne regardait. Depuis combien de temps pensez-vous que ça durait? D'après ce que j'ai vu, au moins 1 an. Peut-être plus. 1 an. Pendant qu'Asher travaillait sans relâche, faisant aveuglément confiance, construisant un avenir, sa femme et son meilleur ami avaient une liaison juste sous son nez. Roberto, pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que je me sens coupable. Si j'avais dit quelque chose plus tôt, peut-être que vous n'auriez pas traversé tout ça. Peut-être que vous auriez découvert le pot aux roses plus tôt. Asher resta silencieux un moment, absorbant l'information. Il ne ressentait ni colère ni surprise, juste un étrange sentiment de soulagement. La dernière pièce manquante du puzzle. Monsieur Asher? Demanda Roberto, mal à l'aise face au silence. Merci de me l'avoir dit, Roberto. Je sais que ce n'était pas facile. Vous n'êtes pas en colère contre moi? Non. Je comprends pourquoi vous aviez peur. Ce n'est pas facile d'accuser ses patrons. Roberto parut soulagé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider maintenant? Oui. Continuez à être le professionnel compétent que vous avez toujours été. Nous allons reconstruire cette entreprise ensemble. Oui, monsieur. Après le départ de Roberto, Asher resta seul près de la fenêtre, regardant au loin. Maintenant, il savait tout. La trahison n'était pas seulement financière, elle était complète. Claire et Elia n'avaient pas seulement volé son argent, ils s'étaient moqués de ses sentiments, avaient ri de sa confiance. Il prit le téléphone pour appeler Glenn, son avocat. Glenn, c'est Asher. Je veux accélérer la procédure de divorce. Quelque chose s'est passé? Je viens de découvrir que la trahison était plus profonde que ce que nous pensions. Claire et Elia ont eu une liaison pendant au moins 1 an. Cela complique leur situation et facilite la nôtre. J'inclurai l'adultère dans les termes du divorce. Faites ce que vous devez faire. Je veux juste que ce soit fini. Après avoir raccroché, Asher se laissa tomber dans son fauteuil et expira. Il se sentait étrangement calme. Il y a quelques mois, découvrir la liaison l'aurait dévasté. Maintenant, ce n'était qu'un détail de plus dans une histoire dont il connaissait déjà la fin. La vérité était libératrice, même quand elle faisait mal. Il regarda une photo de Maya et Mel sur son bureau, prise ce matin-là. Elles étaient au parc le dimanche précédent, souriant à l'appareil photo, chacune tenant une glace. Ses filles. Sa vraie famille. Claire avait peut-être simulé l'amour pendant 5 ans, Elia avait peut-être simulé l'amitié pendant 15 ans, mais l'amour qu'il partageait avec ses filles, et elle avec lui, était réel, pur, sans arrière-pensée. Il se retourna vers les contrats et les feuilles de calcul. Il avait une entreprise à reconstruire, une réputation à restaurer, un avenir à construire. Ce ne serait pas facile, mais c'était possible. Plus important encore, il connaissait maintenant toute la vérité. Plus de surprises, plus de trahisons cachées de la part de ses proches. Il attrapa un stylo et commença à prendre des notes. Plan pour de nouveaux projets, stratégie pour regagner des clients, idée pour montrer que Donovan et associés étaient de retour. Seul cette fois, mais libre. Libre des mensonges, de la trahison et des fausses personnes. Libre d'être le père que Maya et Mel méritaient. Libre de construire quelque chose de vrai. Maintenant, je sais tout, murmura-t-il en notant une liste de priorités. Et maintenant, je peux passer à autre chose. Pour la première fois depuis des mois, aller de l'avant ne semblait pas seulement possible, cela semblait excitant. L'avenir était entre ses mains, et cette fois, il savait exactement qui se tenait à ses côtés. 2 petites filles courageuses qu'il avait sauvées et qu'il sauverait en retour, chaque jour, pour le reste de sa vie. La vérité faisait mal, mais elle le libérait aussi. Et Asher Donovan était enfin libre.
Dimanche se leva avec un soleil doré filtrant à travers les rideaux de la chambre d'Asher, projetant des rayures de lumière sur le sol. Un de ces parfaits jours de printemps où l'air est frais mais le soleil vous réchauffe doucement. Le genre de journée qui appelle à un pique-nique dans le parc. Il descendit à la cuisine en pyjama et trouva Maya et Mel déjà levés, assis à table, prenant des céréales avec du lait. Leurs cheveux étaient en désordre de sommeil, encore en chemise de nuit, mais avec ces sourires matinaux qui illuminaient n'importe quelle journée. « Bonjour papa », dirent-elles en chœur, levant leur cuillère en guise de toast. « Bonjour mes princesses. Que diriez-vous de ce pique-nique dont on a parlé hier? Vraiment ?» Maya sauta sur place, manquant de renverser son bol. « Aujourd'hui? Le temps est parfait pour ça. » Mel acquiesça en courant vers la fenêtre. « Regarde ce joli soleil. Alors, préparons-nous. Mais d'abord, finissez votre petit déjeuner. Ensuite, vous pourrez m'aider à faire des sandwichs. On va aider pour tout. » Maya se précipita vers la table. Pendant l'heure suivante, la cuisine fut un joyeux désordre. Maya lava les fruits, pommes rouges, bananes mûres, raisins sucrés, tandis que Mel aidait Asher à trancher le pain pour les sandwichs, la langue tirée en profonde concentration. « Je peux mettre du ketchup sur le mien ?» demanda Maya en vérifiant les ingrédients. « Tu peux ajouter ce que tu veux, c'est ton sandwich. »« Et le mien, juste du fromage ?» demanda Mel. « Je n'aime pas trop le jambon. »« Bien sûr, ce que vous voulez. » Ils préparèrent des sandwichs pour tous les goûts, les emballant dans un panier en osier qu'Asher avait acheté pour de telles occasions. Sandwichs emballés, fruits coupés, biscuits faits maison, 3 bouteilles de jus d'orange frais, de l'eau minérale, plus quelques livres de coloriage et des crayons. « N'oublie pas la nappe de pique-nique », lui rappela Maya, toujours l'organisatrice. « Bien pensé. Mel, peux-tu attraper la nappe bleue dans le placard du salon? » Central Park n'était qu'à 10 minutes en voiture. C'était un vaste espace avec des arbres imposants offrant une ombre généreuse, un petit lac avec des canards et une herbe verte luxuriante, parfaite pour que les enfants courent. Quand ils arrivèrent, le parc avait déjà une agréable foule dominicale, familles sur l'herbe, enfants jouant sur l'aire de jeu, couples se promenant le long des allées. « Où est-ce qu'on installe notre camp ?» demanda Mel, scrutant les environs, les yeux brillants. Asher choisit un endroit sous un grand arbre, assez loin de l'aire de jeu pour la tranquillité, mais assez proche pour qu'elle puisse jouer plus tard. Ils étendirent soigneusement la nappe bleue sur l'herbe. Maya et Mel aidèrent à disposer la nourriture, plaçant chaque article avec soin, traitant cela comme une mission importante. « Tout a l'air si beau », dit Maya en admirant l'installation. « On dirait une vraie fête », dit Mel en applaudissant. « C'est une fête », sourit Asher en s'asseyant entre elles. « Notre premier pique-nique familial officiel. » Ils commencèrent à manger lentement, savourant le moment. Les filles bavardaient de leurs dessins de la semaine, d'un chat errant orange qu'elles avaient vu, de l'apprentissage de mots plus difficiles à lire. « Papa, je peux lire éléphant maintenant, sans aide, » dit fièrement Mel. « Et j'ai lu papillon toute seule hier, » ajouta Mia. « Vous deux, vous devenez si intelligentes. Bientôt, vous lirez des livres entiers. » Après avoir fini leur sandwich, Maya jeta un coup d'œil à l'herbe autour d'eux. « Papa, je peux courir sur l'herbe? » « Bien sûr. Ne t'éloigne juste pas trop. » Les filles s'élancèrent comme des tornades. Asher les regarda courir dans tous les sens, jouer à chat, rouler sur l'herbe, rire aux éclats sans aucun souci. D'autres familles dans le parc souriaient en les regardant. C'était impossible de ne pas le faire, en voyant 2 enfants si sincèrement heureux. « Papa, viens jouer avec nous !» cria Mel de loin en agitant la main. « Jouons à chat !» Asher se leva et trottina après elle sur l'herbe. Ils jouèrent pendant plusieurs minutes, lui faisant semblant de presque les attraper et elle criant et courant plus vite. « Vous êtes trop rapide pour un vieux papa comme moi », plaisanta-t-il en s'effondrant théâtralement sur l'herbe. Elles gloussèrent et se jetèrent sur lui, le chatouillant sans pitié. « Tu n'es pas vieux », protesta Maya en riant. « Et tu ne peux pas échapper à nos chatouilles. » Mel se joignit à l'attaque. « Non, non, je me rends. » Asher rit en essayant de se protéger. « Vous gagnez. » Ils retournèrent à la nappe après avoir joué, un peu fatigués mais radieux. Asher versa du jus frais pendant que Maya et Mel sortaient leurs livres de coloriage. « Je vais dessiner notre famille au parc », annonça Maya. « Et moi, je dessine notre maison avec un jardin », dit Mel. Elle coloriait tranquillement, chacune concentrée sur son œuvre. Asher profita du moment pour prendre quelques photos avec son nouveau téléphone.
Maya avec la langue qui sortait en concentration, Mel souriant à son dessin, crayon à la main. Laissez-moi prendre une photo de vous deux ensemble, dit-il. Les filles posèrent côte à côte, se serrant dans les bras, large sourire pour l'appareil photo. Magnifique, dit Asher. Maintenant, une de nous trois. Il se plaça entre elles et prit un selfie. Sur l'écran, 3 visages souriants, le sien au milieu, Maya et Mel de chaque côté, formant une constellation de bonheur. Parfait, dit-il en leur montrant. On peut l'imprimer et la mettre sur le frigo ? Demanda Mel. Bien sûr. Faisons un album de famille. Une femme plus âgée passa et leur sourit. Quelle jolie famille vous avez. Vos filles sont adorables. Merci, répondit Asher, la poitrine gonflée de fierté. Ce sont des jumelles ? Demanda-t-elle. Oui, Maya et Mel. Elles ont de la chance d'avoir un père aussi attentionné. Après le départ de la femme, Maya regarda Asher pensivement. Papa, dit-elle. Nous sommes tes filles. Vous l'êtes. Mais Mia hésita. On peut t'appeler papa pour de vrai, officiellement ? Il pensait que c'était déjà réglé. Pourquoi demandes-tu ça ? Parce qu'on n'est pas né de toi, expliqua Mel. On n'a pas ton sang. Asher s'agenouilla sur la nappe pour être à leur hauteur. Écoutez attentivement. La famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est s'aimer chaque jour, prendre soin l'un de l'autre, être là l'un pour l'autre. La famille, c'est vouloir le meilleur l'un pour l'autre, toujours. Les filles écoutaient attentivement. Vous tenez à moi ? Demanda-t-il. Beaucoup, répondirent-elles toutes les deux. Et je tiens à vous. Ça fait de nous une vraie famille. Pas besoin de demander, vous êtes déjà mes filles. Maya et Mel s'illuminèrent. Alors, tu es notre vrai papa ? Confirma Maya. Je suis vraiment votre papa. Et nous sommes vraiment tes filles ? Demanda Mel. Vous êtes vraiment mes filles. Elles se jetèrent dans ses bras, lui faisant un câlin serré. On t'aime tellement, papa, murmura Maya. Je vous aime aussi, plus que toutes les étoiles dans le ciel. Ils restèrent là, se serrant dans les bras, dans un moment parfait. Autour d'eux, le parc continuait sa vie, famille jouant, enfants courant, oiseaux chantant. Mais sur cette nappe, le temps s'était arrêté pour célébrer l'amour. Alors que le soir approchait, peignant le ciel de tons dorés, ils commencèrent à remballer. On doit y aller ? Fit la Mel. On peut revenir, promit Asher. Quand vous voulez. Tous les dimanches ? Demanda Maya, excitée. Si vous voulez, tous les dimanches. Ça peut être notre tradition. Sur le chemin du retour, le panier presque vide et les filles bavardant joyeusement à l'arrière, Asher pensa à la transformation de sa vie. Il y a 6 mois, il pensait tout avoir, une entreprise florissante, un mariage heureux, un meilleur ami loyal. Puis il avait découvert que tout était un mensonge, construit sur la trahison. Maintenant, il avait moins en termes matériels. L'entreprise se reconstruisait lentement. Il vivait dans une maison hantée par les souvenirs d'une fausse épouse. Et il avait perdu sa confiance naïve. Mais il avait Maya et Mel. Et elles étaient réelles. Leur amour était authentique, pur, sans arrière-pensée. La famille qu'ils avaient formée était basée sur un soin sincère, pas sur l'obligation. Quand ils arrivèrent, les filles se précipitèrent pour coller leurs nouveaux dessins sur le mur. Asher rangea les affaires du pique-nique. Dans le panier, il restait des fruits, des livres de coloriage et 3 bouteilles de jus vide, souvenir d'une parfaite journée en famille. Il entendit les filles rire dans leur chambre, discutant de l'endroit où accrocher chaque dessin, racontant la journée, planifiant le prochain dimanche. Asher s'assit sur le canapé, regardant autour de lui. La maison semblait différente, pleine de jouets d'enfants, de livres pour enfants sur les étagères, leurs photos partout, comme de petits soleils. La vérité m'a détruit, murmura-t-il en pensant à Claire et Elia. Mais elles m'ont reconstruit. Apprendre la trahison avait anéanti tout ce qu'il croyait de sa vie. Mais Maya et Mel l'avaient aidé à construire quelque chose de nouveau, de meilleur, de réel. Elles sont ma nouvelle famille, continua-t-il en entendant leur rire. Et je ne suis plus jamais seul. L'avenir ne semblait pas seulement plein d'espoir, il semblait excitant. Il y aurait plus de pique-niques, plus de dessins sur les murs, plus de rires joyeux remplissant la maison. Il y aurait un amour authentique chaque jour. Et cela valait plus que tout ce qu'il avait perdu. Asher sourit, se leva et alla aider les filles à accrocher leurs dessins à la bonne hauteur. Après tout, c'est ce que font les papas. Et il était un papa maintenant.
Papa de 2 petites héroïnes qui lui avaient sauvé la vie et qui remplissaient maintenant ses jours d'amour pur, pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.